Nous sommes le 7 novembre 2022 et aujourd'hui, notre protagoniste n'est pas aux commandes d'un F-18, mais d'un T-38C. Ils ont décollé de Columbus, Mississippi, et il s'agit d'un vol à 2 aéronefs avec 2 cadres qui appartiennent à la réserve et qui ont pour objectif d'aller vers un champ de tir, le Sea Ray Training Range, et d'aller s'entraîner à l'attaque air-sol. Malheureusement, les choses ne vont pas tout à fait se passer de manière nominale pour notre numéro 2, qui à basse altitude va se retrouver confronté à une collision avec un rapace. T-38 bimoteur contre oiseau, normalement c'est censé fonctionner, et d'ailleurs on a de nombreux Rafales qui ont déjà eu des collisions aviaires et ont toujours réussi à rentrer à domicile, mais il s'avère que comme de nombreux aéronefs, notre T-38 a une verrière en 3 morceaux. La première se situe ici, le morceau numéro 2 est là, le morceau numéro 3 derrière. Et alors que l'oiseau va venir impacter sa verrière, des morceaux vont être propulsés dans les 2 entrées d'air et amener notre T-38 à ne plus avoir assez d'énergie pour continuer à se sustenter et notre pilote à l'éjection. Alors dans la vidéo du jour, on aura 4 grandes leçons qui nous sont apprises par cet événement où il n'y a pas eu mort d'homme, mais malheureusement mort d'oiseau. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, juste après le jingle. Intéressons-nous un petit peu aux protagonistes de la journée. La base de Columbus, dans le Mississippi, est une base de l'armée de l'air américaine. J'ai eu la chance de faire ma formation à Meridian, Mississippi, à quelques nautiques de là, mais je n'ai jamais eu la chance d'aller poser les roues de mon T-45C sur cette base de l'Air Force. C'est une base où il y a énormément d'activités, et d'ailleurs, ils ont 3 pistes parallèles où ils font énormément de mouvements par jour. Alors, quand on dit énormément, je vais vous donner un chiffre, 260 vols par jour. Que ce soit du T6 Texan 2, que ce soit du T38, le Talon, ou que ce soit du T1A Jayhawk pour entraîner les futurs pilotes de transport. Tout ce petit monde est réparti en différentes unités. Vous avez la 14e Fighter Training Wing, mais notre pilote du jour appartient à la 43e FTS, qui a notamment de nombreux pilotes de la réserve. Alors, juste pour vous donner 2-3 chiffres, la 49e FTS, ils forment des pilotes et des NOSA, des navigateurs officiers système d'armes, des WISO, Weapon System Officer, comme ils disent aux US. Et ils font quand même 2250 heures par an pour 2430 vols. On a souvent du mal en France à se rendre compte de la taille du training department, du training système américain qui est absolument monstrueux. On va regarder un petit peu dans le détail la journée de notre équipage, car il s'agissait en fait de leur 2e vol du jour. Notre pilote a 748 heures de vol et il n'a jamais vraiment fait d'avion de combat opérationnel, parce qu'il a 527 heures sur T-38 Charlie. Dans les 30 derniers jours, il a fait que 1.4, à savoir le matin même, et dans les 60 derniers jours, 5 sorties pour 7,5 heures de vol. Dans les 3 derniers mois, il a 8 sorties pour quasiment 13 heures. Donc ça donne une petite idée de ces réservistes qui viennent faire environ 2-3 vols par mois. C'est quand même un deal assez intéressant. Et c'est d'ailleurs pour cela que de nombreuses armées européennes sont en train de réfléchir à avoir une garde volante. Notre équipage est arrivé le matin et s'est rencontré 1 heure avant le décollage. C'est complètement standard pour des pilotes qualifiés. Et ils ont fait un petit ORM risque. Ils ont regardé s'il y avait des risques opérationnels pour leur vol. Et pour le 2e vol de la journée, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup volé récemment, parce qu'ils étaient en basse altitude, parce qu'il y avait un risque d'oiseaux, il était quand même accru. Le vol du matin s'est très bien passé. Ils partent à l'avion, ce qu'on appelle le walk, à 12h20 pour aller mettre en route et décoller 21 minutes plus tard, à 12h41, de la piste 13C, centrale. On est à la gauche, on est à la droite, on est à la centrale, à 10 secondes. En tant que pilote de chasse, soit vous décollez en même temps, décollage section, soit vous décollez à 10 secondes, à 20 secondes, ou à 30 secondes, où il y a des petites variantes, comme par exemple attendre que l'avion précédent ait décollé pour, à votre tour, vous lancer. Ce qui va généralement décider votre choix, c'est le vent, notamment le vent travers, afin d'éviter la dangereuse turbulence de sillage qu'on peut avoir surtout sur jet. Ils viennent se stabiliser à 3000 pieds sol, donc on est environ à 1000 mètres sol. Et là, le leader va faire un battement d'aile, ce qui va signifier au N-1 à l'équipier de partir en battle.
il y a 3 grandes patrouilles à connaître, 3 grandes formations. Et si vous venez ici voler avec nous, on vous apprendra la patrouille serrée, qui a vocation à maintenir la cohésion de patrouille, quelle que soit la météo. Alors nous, avec les ULM, on ne s'amuse pas à aller dans les nuages, mais des avions de combat vont pouvoir rentrer dans les nuages, même à 4 avions en patrouille serrée. Vous avez ce que la marine appelle la manœuvre, à environ 2 secondes ou environ 150 mètres pour des avions de combat, qui est une manœuvre extrêmement agile. Vous êtes sous un relèvement à 60 degrés. Et après, vous avez ce qu'on appelle la battle, la surveillance, où vous êtes de front à généralement 2 km. Et vous avancez comme ça, vous pénétrez comme ça, de front en territoire ennemi. Chacun regarde devant et régulièrement s'assure qu'il n'y ait pas de menace aux 6 heures de son équipier ou de son leader. Alors qu'ils sont en train de se séparer pour partir en battle, c'est là que la collision a lieu. Il est 18h45 et 29 secondes Zulu. L'équipier a 15 degrés d'inclinaison au moment de l'impact et 4 secondes après l'impact, le HUD et le MFD commencent à remonter des pannes au niveau de l'avionique. Dans la foulée, vous avez un caution qui apparaît. Donc là, on a le master caution. Il va falloir regarder pourquoi il s'allume. C'est parce qu'il y a des pannes. Et voir quelle est la panne avant de pouvoir l'effacer, comme on dit, faire disparaître cette alarme qui a vocation à vous attirer vers votre tableau de panne et à vous faire prendre conscience que quelque chose ne se passe pas comme prévu. De son côté, le moteur gauche est en grosse perte de poussée et le pilote se retrouve avec 2 réacteurs qui ne lui permettent pas de voler en toute sérénité, d'avoir sa propulsion, sa poussée minimale. Il va tenter pendant une vingtaine de secondes de récupérer de la poussée, ne va pas y arriver, il partait de 1000 mètres sol, son bilan énergétique est en dégradation, énergie potentielle de pesanteur, sa hauteur, énergie cinétique, sa vitesse. Il a beau avoir du carburant dans le réservoir, il ne peut pas le transformer en poussée et il va donc se retrouver à 18h47 et 24 secondes, soit moins d'1 minute après la collision, à devoir mettre la tête en arrière, se préparer et sortir avec son siège éjectable. Il est alors à 680 pieds au-dessus du sol. Je vous rappelle qu'il partait de 3000. Il a perdu en 1 minute environ 2400 pieds. 13 secondes après l'éjection, son avion va venir taper le sol, 12 degrés vers le bas et 50 degrés d'inclinaison vers la gauche. L'éjection a lieu aux alentours des 180 nœuds. Il est donc à l'intérieur du domaine. Et le gros danger, des fois, c'est de trop attendre avant de sortir. Ce qui est important également, c'est d'orienter l'avion vers une zone non habitée, car vous ne voulez tuer personne au sol, après survivre et si possible ramener l'avion à la maison. L'avion va finir dans les arbres, les pompiers du comté vont venir à la rencontre de notre pilote et moins d'1 heure après son éjection, les premiers représentants de l'armée, la police militaire va arriver sur place. À noter qu'après l'analyse, le sol devra être dépollué et il sera creusé sur 1,20 m à 1,80 m afin d'être dépollué à cause des résidus et des produits présents dans l'avion. Les armuriers feront également exposer certains morceaux de pyrotechnie du siège éjectable après avoir fait des photos. Pour la petite histoire, le réacteur gauche avait 14 307 heures, le réacteur droit 11 780. Important de voir qu'un avion va avoir différents réacteurs pendant sa vie et qu'ils n'ont pas forcément le même nombre d'heures de vol. Pour notre pilote, tout s'est bien terminé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille au tableau voir les grandes leçons que cet événement peut nous permettre de réviser. Alors, quelles sont les grandes leçons? Aujourd'hui, on en a 4. La première, c'est d'avoir conscience de la vitesse à laquelle tout peut basculer, cette vitesse de basculement. À un moment, c'est votre petit vol du mois, c'est sympa, vous venez de décoller, vous avez atteint 3000 pieds, vous vous sentez en toute sécurité, vous sentez l'avion accélérer, vous avez ce sentiment de puissance, on vous envoie en battle, c'est parti et l'instant d'après, vous avez le master caution qui hurle, vous avez un effet falaise, vous avez une dégradation subite de la situation. Et moins d'1 minute après, adieu, votre avion est en morceaux dans les arbres et vous êtes sous parachute et maintenant piéton. Et cette vitesse de basculement, ce changement de situation, c'est important d'y réfléchir avant. Car trop souvent, quand on étudie les accidents, on va étudier toute la phase qui nous mène jusqu'à l'éjection et on va oublier la phase d'après. Or, cette phase-là est d'autant plus difficile à vivre qu'on n'a pas forcément beaucoup de retours d'expérience dessus ou qu'on n'y a pas plus réfléchi que ça. Donc, la vitesse du basculement, tout peut arriver extrêmement vite. C'est encore plus facteur en territoire ennemi quand derrière, après, vous vous retrouvez être le gibier pourchassé par les adversaires. En numéro 2, le changement de formation. Vous êtes en patrouille serrée, on vous envoie en battle. Les changements de formation sont par nature généralement accidentogènes pour la raison suivante, vos repères
doivent changer. Et si vous partez assez loin, par exemple à 2 km de votre leader, eh bien votre leader, dans sa sphère immédiate de surveillance, ne va pas pouvoir détecter certains trafics qui peuvent être facteurs pour vous. Donc ce changement de repère, changement de méthodologie, changement de manière de fonctionner, et ça va être à vous d'aller chercher de nouveaux trafics, de nouveaux dangers. Et donc il ne faut pas sous-estimer l'importance, l'énergie qu'il faut dévouer à aller se recréer sa conscience de la situation lors des changements de formation. Troisième point, on-scene commander. Votre collègue est au sol, ça va être à vous de maintenant guider les services de secours et également rentrer tout seul au terrain, ce qui n'est pas rien d'un point de vue intellectuel. La première chose à faire, c'est faire un petit point sur votre autonomie. Quel est votre pétrole en soute? Et calculer l'horaire auquel il va falloir rentrer au terrain, le moment où il va falloir quitter la verticale de votre collègue éjecté ou de votre collègue posé au sol pour venir au terrain et l'atteindre avec les réserves de sécurité. Ne coupez pas dans les réserves de sécurité quand vous calculez votre horaire de retour au terrain. Ensuite, réussir à joindre les secours. Si vous étiez par exemple en VFR au-dessus de la France, peut-être que vous n'êtes pas sur une fréquence particulière. Qui contacter? Vous pouvez, si vous n'avez personne d'autre à contacter, tenter 121.5, même depuis la basse altitude. Les avions de ligne vont vous entendre et vont faire relais radio pour vous aider, peut-être à identifier la fréquence sur laquelle aller. Mais ça nous amène directement sur la TBA et On-Scene Commander. Si vous êtes à 1000 pieds ou 1500 pieds au milieu de la Corrèze, vous n'allez pas forcément avoir grand monde en radio. Donc il faut avoir conscience qu'On-Scene Commander, une fois que votre conscience de la situation est créée, une fois que vous avez repéré où est la zone, il faut monter pour économiser du carburant et rentrer à la portée radio d'une fréquence, d'un espace de contrôle qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir faire relais. Et si vous n'y arrivez pas, 121.5, pensez aux avions de ligne, mais pensez également que certains ne parlent qu'anglais au-dessus de la France. Donc si vous parlez anglais, c'est parfait. Si vous parlez français, tentez votre chance, ça peut et ça devrait marcher aussi quand même. Ensuite, point très important, la compartimentalisation mentale. Une fois que votre collègue est au sol, ou même si vous êtes le collègue au sol, il faut réussir à compartimentaliser, c'est-à-dire intellectuellement, laisser le vol de côté, laisser ce qui s'est passé avant de côté et se focaliser sur la prochaine étape. Quelque chose qu'on travaille beaucoup en formation de pilote, en mettant les gens en échec en vol, de manière à voir s'ils ont cette capacité à « ok, j'ai décollé, j'ai pas respecté telle vitesse, j'ai loupé tel point tournant, est-ce que j'arrive à mettre ça derrière moi et à me concentrer, à me focaliser, me redynamiser pour réussir le reste du vol ?» Tant que tu es en vol, la mission n'est pas terminée. Elle sera terminée qu'une fois qu'elle est débriefée. Et on a vu des élèves faire des vols plutôt médiocres, sauver leur vol grâce à un débriefing très bon. Donc c'est important de rester combatif, de compartimenter, de mettre de côté les choses qui vous ont frustré et d'aller de l'avant. Et ça nous amène vers le quatrième point. Est-ce que ça vous intéresse qu'on creuse plus ça dans le futur? C'est tout ce qui est l'ORM. Donc l'Operational Risk Management, la manière qu'ont les Américains, avant un vol, de remplir une sorte de check, de mettre des points en fonction de leur currency, de leur vol récent, des dangers, et mettre en fait un nombre de points pour ce vol et se rendre compte, ah bah ce vol en fait il n'est pas dangereux, ou ce vol il est moyennement dangereux. Oula, on n'a pas fait de vol de nuit depuis longtemps, il s'agit d'un vol de combat de nuit, bah en fait il nous faut l'autorisation peut-être du chef pilote, du commandant d'unité. Et ils ont, encore une fois, c'est des gros volumes de formation aux États-Unis, ils ont ces grilles de repères avec ce calcul de l'ORM avant chaque mission pour avoir une idée, un fil, un ressenti de la dangerosité de la mission et de manière proactive essayer de mettre en place certaines choses s'ils voient que le score est tout simplement trop élevé. Donc ce qu'on retiendra du combat T-38 contre Oiseau, c'est que le T-38 a beau être un bimoteur, ça fait un partout. Et ce qui est vrai pour l'avion de combat est également vrai pour l'aviation légère. On va voir 2-3 petits cas. Bienvenue à bord de notre FK9. C'est l'avion qu'on utilise comme leader quand on fait des vols patrouilles avec UNM Sud-Bassin. Et on peut également retirer la porte côté droit pour faire des vols photos absolument géniaux. Le point sur lequel je veux insister, c'est le fait que quasiment tout type d'avion ont déjà été abattus, si on peut dire, par des oiseaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le périlavière, il va soit vous taper au niveau du pare-brise, soit vous taper au niveau du groupe motopropulseur, par exemple en cassant votre hélice, soit vous tapez généralement au niveau du bord d'attaque ou pire, au niveau de l'empennage. Des F-15, des F-16, des Mirage 2000
ont déjà été abattus, si on peut dire, par des oiseaux, mais même un A10 où ça va taper au niveau de la dérive. Dans l'aviation légère, malheureusement, on a tous en tête deux événements tragiques. Un, avec un DR400 en 2021, où c'est un cormoran de 2,4 kg qui est venu taper le bord d'attaque, et tout a été filmé par des élèves qui étaient avec leur instructeur. L'avion n'était pas contrôlable, et contrairement par exemple à ce FK9, contrairement à notre Pioneer 200 ou au Shark sur lesquels on vole de temps en temps, sur DR400 vous n'avez pas de parachute de cellule. La situation d'avenir, si vous venez à taper un oiseau sur ces avions légers, c'est tirer le parachute. On a un parachute de secours. Et ces derniers jours, on vous parlait également de l'importance de la temporalité. Quand vous vous retrouvez avec un souci de contrôlabilité, là, il ne faut pas traîner dans l'aviation légère, que vous soyez en Sirius, que vous soyez en ULM, pour aller chercher votre parachute pour rester à l'intérieur du domaine. L'autre événement qui a beaucoup marqué la communauté, c'est un Extra 300. C'était le 5 mai 2024 avec un grand champion de voltige à bord qui malheureusement a tapé un vautour qui est venu taper en plein dans la verrière. Le pilote apparemment a été incapacité et malgré le fait qu'il était équipé d'un parachute, comme sur tous les avions de voltige, est décédé dans le crash de sa machine. Cette collision a eu lieu à 2000 pieds, 160 nœuds. L'Extra est un avion qui va très vite. Vous voyez ce type d'aéronef, un DR400, un avion d'aéroclub, on va plus doucement. Normalement, ce type de risque est moindre. Mais si vous êtes pilote d'aviation légère, il est indispensable de réfléchir à comment réagir si un jour vous tapez un oiseau. Que ce soit en montée initiale, en croisière, ou même de nuit. Et souvent, le point à garder en tête, ça va être un domaine de vol qui fonctionne. Si vous allez assez vite, si tout marche bien, il y a de grandes chances que vous soyez amené à faire une approche plus rapide que d'habitude et cela va impacter vos performances d'atterrissage. Il est donc important d'y avoir déjà réfléchi avant ou alors de se dire « je vais chercher la solution sûre, je tire le parachute ». Après, m'être orienté vers une zone en toute sécurité, avoir coupé le moteur. La grande différence entre les pilotes de combat et les pilotes de ligne ou les pilotes d'aviation légère, c'est que nous ne sommes pas à armes égales, elle est pas mal, c'est un très bon film, face à ce type de menace. Un avion de chasse, le pilote a son siège éjectable. Et sa verrière est généralement assez costaud pour encaisser les chocs directs. Un avion de haute performance d'aviation générale peut être plus à risque. Et c'est pour ça que toutes les générations d'avions avec des parachutes, c'est une excellente chose pour la sécurité. Un avion de ligne, on l'a vu avec GJUR, on l'a pas mal vu ces derniers temps, risque d'avoir des impacts au niveau du radome, peut prendre des dégâts au niveau des moteurs, mais à part cela, ces dernières années, la plupart des avions qui ont été perdus à cause de collisions aviaires, c'est généralement suite derrière à une certaine précipitation de l'équipage. On a fait une vidéo dédiée sur le GJUR. Allez, dernier conseil pour la route, si vous souhaitez partir en vol, assurez-vous de sortir du hangar d'abord, sinon c'est pas gagné. À très vite, pourquoi pas pour voler ensemble. Aucun niveau aéronautique requis, on fait même des baptêmes tout seul, baptême en patrouille. On a un nouveau produit, si vous voulez venir nous voir sur notre base d'Arcachon, on vous accueillera ici pour de la conférence, pour du workshop, pour de la simulation et pourquoi pas, pour certains heureux élus, pour du vol en patrouille retransmis en direct sur l'écran. Au niveau des opérations juste à côté, il y a un concept qui est sympa. Allez, à très vite et fly safe.